Dans l'actualité du 13h15, un après-midi des grands palabres hier à l'Assemblée nationale. Les députés ont interpellé le gouvernement sur l'état civil, l'accès à l'eau potable en milieu scolaire, la paix sociale, l'impunité et l'incivisme grandissant au Burkina. Le point complet des débats dans cette édition. Et puis, en Égypte, Hosni Moubarak retourne devant les juges après l'épisode du 13 avril dernier où le président du tribunal s'était récusé. Le nouveau procès du Raïs est sans grands intérêts. Et puis, page entretien, je reçois le directeur général de la BCAB, M. Luc Vidal, vient nous parler des 40 ans de la banque et la commémoration de cet anniversaire. Bonjour M. Vidal et merci de répondre à notre invitation. Bonjour. Nous serons à vous dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Après les mouvements des scolaires le 6 mai dernier et la grève des enseignants du secondaire le 10 mai, pour exiger de meilleures conditions de travail pour les enseignants, le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires rassure les syndicats. La plateforme revendicative sera examinée le 14 mai prochain par le gouvernement burkinabé au cours d'une rencontre qui va regrouper les syndicats. Des détails avec Frédéric Etienne Bassenga. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a bien reçu la plateforme revendicative des syndicats qui ont battu le pavé hier de la Bourse du Travail au rond-point des Nations Unies. C'est le message que le secrétaire général du dit ministère a voulu livrer aux enseignants. Quant au fait que c'est au rond-point des Nations Unies qu'ils ont été reçus, Bilal Dipama explique. Au rond-point des Nations Unies, tout simplement parce que l'artère qui va donc du rond-point des Nations Unies jusqu'au Premier ministère, c'est une artère interdite de manifestation publique. Donc l'autorisation qui leur a été accordée par la commune de Ouagadougou indiquait donc qu'ils devaient s'arrêter au rond-point des Nations Unies. C'est pourquoi nous sommes allés les rencontrer à ce niveau. J'ai été instruit par M. le ministre pour les recevoir tout simplement parce que M. le ministre était en réunion. Cette réunion qui regroupait les ministres de l'économie et des finances, de la fonction publique et des enseignements se penchait justement sur les préoccupations de ces syndicats et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Moussa Ouattara ne les a pas reçus lui-même en personne selon le secrétaire général. Une rencontre est prévue le mardi 14 mai prochain entre le gouvernement et ses syndicats en vue de résoudre définitivement ces problèmes qui mettent à mal le bon fonctionnement du système éducatif burkinabé. Dans l'actualité de ce jour, après midi de grands palabres hier à l'hémicycle, cette question orale avec ou sans débat adressée au gouvernement, les députés ont voulu en savoir davantage sur le processus électoral, les actes de violence et de non-respect des textes en la matière. L'administration électorale était aussi à l'ordre du jour les questions sur l'état civil, l'accès à l'eau potable en milieu scolaire, la paix sociale, l'impunité et l'incivisme grandissant au Burkina. Le point des débats avec Ibrahim Guigma. C'est l'homme le plus sollicité de cet après-midi du 10 mai à l'hémicycle. Jérôme Bougma, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Sur le total des 7 questions orales avec ou sans débat adressées au gouvernement par les députés, son département est interpellé sur 5. Les 3 se recoupent sur le processus électoral au Burkina Faso, les difficultés avant, pendant et après les élections couplées municipales législatives et l'opportunité de la mise en place d'une véritable administration électorale. À ces questions, Jérôme Bougma reconnaît en substance quelques manquements dans la mise en pratique du code électoral dus, selon lui, à l'ignorance ou au refus des valeurs démocratiques par les acteurs. L'une des solutions phares du gouvernement est la relecture globale du code électoral, souligne le ministre, non sans avoir égrené au passage quelques raisons d'être fier de la démocratie burkinabé, quoique en construction. La création de l'administration électorale, elle, est un projet en devenir au stade actuel des consultations des différents acteurs pour une administration électorale crédible et consensuelle.
Autre question adressée à Jérôme Boukman, celle de l'organisation du Hajj ou pèlerinage à la Mecque, toujours émaillée de difficultés depuis pratiquement une dizaine d'années au Burkina Faso. Le ministre reconnaît avec l'auteur de la question que des problèmes existent sur toute la chaîne. À cet effet, un conseil de cabinet est convoqué par le Premier ministre exclusivement sur le sujet. Mais d'ores et déjà, des solutions comme la réduction du nombre des agences de voyage accréditées, le système de paquetage complet, l'accentuation de la communication autour de l'activité sont entreprises. Les députés ont aussi eu à interpeller le ministre en charge de l'administration territoriale sur les mots qui minent l'état civil au Burkina Faso, de leur avis non fiable et non sécurisé. Jérôme Boukman, lui, rassure, une stratégie de l'état civil assortie d'un plan d'action quinquennal est mise en œuvre depuis 2012 et mobilise environ 34 milliards de francs CFA. Dans ses va-et-vient entre son siège et le parloir, Jérôme Boukman a eu le temps de céder par 2 fois la place à ses collègues ministres. D'abord à celui délégué à l'alphabétisation, à qui la représentation nationale demande d'expliquer le fait que dans certaines écoles, l'accès à l'eau potable demeure une arlésienne, tant en ville qu'en campagne. Diamdora Diko fait un état des lieux de 50% d'établissements scolaires où cette réalité se constate. Mais la solution est déjà là, elle est prise en compte par le programme de développement stratégique de l'éducation de base, PDCEB 2013-2015. Puis vient le tour du ministre des Droits humains et de la promotion civique, venu répondre aux questions sur la paix sociale, le civisme et l'impunité posées au Premier ministre par l'Assemblée nationale. Julie Prudence Nia déballe l'arsenal juridique et les mécanismes existants au Burkina Faso. Mais l'auteur de la question dit ne pas être satisfait de la réponse du gouvernement. Le ministre revient à la charge avec force détail et appelle à la sensibilisation et aux actions collectives contre l'incivisme qui ne saurait s'expliquer, selon elle, par le seul fait de l'impunité s'il y a. Le RENLAC au rapport, le réseau national de lutte contre la corruption, tient depuis hier sa 13e assemblée générale. Il est question de faire le bilan des activités de lutte anticorruption au Burkina et d'adopter un nouveau plan stratégique. Drissa Seri. Au terme d'une longue journée de travaux, la 13e Assemblée générale ordinaire du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, a adopté à l'unanimité les rapports d'activité et les rapports financiers du mandat écoulé. L'occasion était belle pour féliciter les membres du secrétariat exécutif sortant qui, avec une abnégation au travail, ont pu mobiliser un nouveau financement de plus d'1 milliard de francs CFA, soit environ 56% du budget nécessaire à la mise en route du plan stratégique 2013-2016. Le nouveau secrétariat exécutif élu pour un mandat de 3 ans mesure l'ampleur des défis à relever. L'orientation, c'est le renforcement des activités que nous avons déjà menées jusqu'à présent. Il y a de nouveaux chantiers qui sont ouverts également à côté donc de ce renforcement de cette consolidation donc des activités du plan stratégique passé. Donc il faut regarder essentiellement la question de la justice. Nous voulons aussi faire en sorte que ce qu'on appelle les valeurs éthiques, morales, puissent, recueillir l'attention de l'ensemble des Burkinabés. À cette assemblée générale ordinaire, on a associé l'édition 2012 du prix de lutte anticorruption. Le jury a récompensé le travail d'investigation mené par les journalistes au cours de l'année 2012. Moussa Zongo du journal L'événement et Idrissa Nogo du quotidien Sidoaya sont déclarés 3e et 3e ex-aequo. Cédric Kalissani du journal Mutation remporte le second prix. Le premier prix est revenu à Bourema Ouedraogo du bimensuel Le Reporter.
Comment vaincre les parasites du sang, mais également leurs vecteurs dans l'optique de développer l'élevage en Afrique subsaharienne? La question est au centre d'un atelier de 10 jours organisé par le CIRDES à Bobo-Dioulasso, le Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide basé à Bobo-Dioulasso, réuni pour la circonstance des chercheurs de la sous-région. Achille Kabouri. Le Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide CIRDES, venu lutter contre les maladies des animaux pour accroître la production pastorale. Former les chercheurs qui évoluent dans ce domaine semble la solution efficace. Et ces chercheurs vont se pencher sur le diagnostic et le contrôle des hémaparasitoses, c'est-à-dire les parasites du sang et leurs vecteurs qui déciment souvent les animaux. Les techniques courantes sont limitées. On ne peut pas utiliser une seule technique, il faut une combinaison de techniques. Donc c'est pour ça qu'on les forme à toutes les techniques. Maintenant, en fonction des situations, ce sera à eux de voir quelle technique il faut utiliser, quelle combinaison de techniques il faut utiliser pour pouvoir détecter la maladie et maintenant la traiter. Les participants passeront au moins 6 à 8 heures chaque jour au laboratoire pour voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour détecter les maladies animales majeures dans la sous-région. Et après, on discutera des méthodologies, des stratégies pour pouvoir les contrôler. Cette session de formation de 10 jours, qui se tient dans le cadre du programme d'appui et de développement des centres d'excellence régionaux au sein de l'UOMOA, regroupe des chercheurs des institutions nationales de recherche agronomique de 8 pays membres. Et puis le président de l'OACI a achevé sa visite au Burkina. Roberto González, au terme de 72 heures de séjour, a rencontré le président du Faso, le Premier ministre et des hauts responsables pour leur réaffirmer le soutien de l'OACI dans les grands projets du Burkina en matière d'aviation civile. Sylvestre Sieda. C'est un cocktail voulu par le ministre en charge des Transports et ses collaborateurs en l'honneur du président du Conseil de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Un cocktail qui a enregistré aussi la présence de nombreuses personnalités et du personnel de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile. Tous sont venus dire au revoir à Roberto Kobe González, qui est au terme de ses 3 jours de visite de travail et d'amitié au Burkina Faso. Une visite qui vient allonger la liste des nombreuses actions que l'homme n'a de cesse de mener en faveur du Burkina. Il s'agit essentiellement des différentes formations que votre institution a pu octroyer à nos collaborateurs dans le domaine de la sûreté. Il s'agit de l'assistance permanente que votre institution a toujours accordée à notre pays. Mais il s'agit surtout, et je dirais surtout, du plus grand geste que vous avez pu offrir au Burkina en soutenant sa candidature comme membre du Conseil de l'OACI. Toutes ces actions ont valu au président du Conseil de l'OACI d'être élevé au rang d'officier de l'Ordre national du Burkina Faso. Ce cocktail était aussi une occasion pour faire le bilan de la visite de Roberto González. Ces rencontres avec les acteurs du transport aérien et les échanges avec les autorités jusqu'au haut sommet de l'État lui ont permis de mesurer les efforts du Burkina à tous les niveaux en matière d'aviation civile. I know the effort. Donc j'ai apprécié les efforts du gouvernement, j'ai apprécié les efforts qui sont faits au niveau du Burkina pour que la sécurité de l'aviation civile soit à son optimal. Et j'ai aussi apprécié tous ces chantiers qui sont lancés et qui seront lancés pour un développement sûr, ordonné de l'aviation civile au Burkina Faso. Surtout, l'aéroport de Donsenk est un projet très important. Cette première visite du président du Conseil de l'OACI au Burkina ouvre d'énormes perspectives, de nombreux nouveaux engagements pris. Des manifestations de ferme volonté de part et d'autre de raffermir la sécurité et la sûreté du transport aérien au Burkina Faso et dans la sous-région. On en vient maintenant à la page entretien de cette édition. Je vous le disais, je reçois le directeur général de la BICIAB, M. Luc Vidal, la Banque pour le commerce, l'industrie et l'agriculture au Burkina. La banque créée en 1973 est une filiale du groupe BNP Paribas. Bonjour M. Vidal et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. En 40 ans de présence au Burkina, quelle est la contribution de votre banque pour le développement de ce pays ? Écoutez, il se fait de différentes manières. Il est plus ou moins régulier, plus ou moins important. C'est vrai, il y a des moments fastes et des moments moins fastes. Mais je pense qu'en 40 ans, ce qu'on appelle chez un humain la force de l'âge, eh bien, on peut cumuler un certain nombre de financements, d'appuis divers,
de modifications importantes dans l'activité d'une banque. Vous savez que les choses évoluent très vite et on essaie de s'y adapter. On est dans la force de l'âge. Oui, le reproche souvent fait aux banques dans nos pays, surtout au Burkina, c'est qu'elles ne sont pas trop engagées aux côtés des jeunes entrepreneurs, par exemple, notamment le soutien des projets des jeunes. Et du coup, le financement de l'économie se trouve marginal. Est-ce que c'est votre avis? Vous avez raison, et je ne pense pas, pour avoir été sur d'autres continents, que ce soit spécifique au continent africain. On peut même le retrouver en Europe avec les difficultés qui arrivent depuis quelques années, de façon peut-être encore plus cruciale qu'aujourd'hui sur le continent africain. Mais vous avez raison, si on reste sur l'Afrique, c'est pas un sujet facile à traiter. Il faut faire des paris. Je peux vous donner un exemple concret, parce que je ne connais que des exemples concrets. Depuis 2 ans, nous nous sommes lancés dans une stratégie totalement différente de celle qui a prévalu pendant 38 ans à la BCAB, qui est d'aller chercher justement des jeunes pour renouveler nos fonds de commerce et parier sur l'avenir, plutôt que de ne rester avec des gens forts, estimables d'ailleurs, mais qui aujourd'hui sont en retraite et nous font comprendre qu'ils ont beaucoup moins besoin de nous. Nous sommes partis donc vers des écoles qui préparent à des spécialités diverses, que ce soit la douane ou bien d'autres corps d'État ou privés. Et c'est une gestion qui n'est pas toujours facile, c'est une politique qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Nous n'y sommes pas toujours préparés. Et c'est pour ça aussi que parfois nous sommes amenés à renouveler nos effectifs et prendre des plus jeunes pour qu'ils soient plus adaptés à leurs nouveaux clients. Mais en tout cas, c'est incontournable parce que on ne fait pas de la banque pour les 2 années qui viennent, on fait de la banque pour les 50 années qui viennent. Oui. Donc il faudra bien qu'on les connaisse comme étant des retraités un jour. Oui, et après 40 ans, qu'est-ce que la BCAB peut proposer certainement pour aider les jeunes entrepreneurs ici, dans le cadre des projets, souvent qui vous soumettent les business plans, qui vous soumettent d'habitude? Alors déjà, je crois que le premier rôle d'un banquier, qui n'est pas toujours bien respecté, je le reconnais volontiers ici ou ailleurs, c'est d'avoir un rôle de conseil. Parce qu'un entrepreneur ne peut pas s'improviser un entrepreneur comme un cuisinier ne peut pas s'improviser comme un bon cuisinier sans avoir été conseillé, sans avoir testé lui-même ce à quoi il veut se destiner. Nous sommes souvent d'insuffisants conseils avec des jeunes, et là on a un rôle important à jouer. Ensuite, il faut trouver des conditions qui soient soutenables par ces jeunes entreprises. Il faut toujours partir du principe qu'on doit gagner de l'argent avec un client. C'est clair, sinon on ne serait pas là. Donc vous n'aimez pas prendre de risques. Mais j'en viens. J'y viens en tout cas. Mais gagner de l'argent, c'est pas forcément au départ, quand l'entreprise démarre, qu'elle a des besoins beaucoup plus importants, qu'elle n'est pas structurée, etc., etc. Donc il est très difficile de faire une sélection. Et pour ne rien vous cacher, pendant ce quarantenaire, on va essayer de trouver une formule pour lancer un appel aux jeunes entrepreneurs et organiser un concours sur la base de business plans faits par des jeunes entrepreneurs, les primer pour les meilleurs et espérer ainsi peut-être changer l'image que vous venez d'indiquer, que je reconnais volontiers, malheureusement parfois, mais c'est un début pour changer un petit peu les mentalités, tant chez les entrepreneurs jeunes qui suivront peut-être nos conseils demain, qu'en interne chez nous, pour que nos chargés d'affaires sachent que c'est l'avenir de leur banque et de leur pays, voire de leur continent. Oui, on en vient au 40e anniversaire. Pourquoi célébrer 40 ans et peut-être pas attendre 50 ans comme d'habitude on le voit ailleurs? Je vous répondrai déjà pourquoi pas, si j'osais. Peut-être qu'on est un peu impatient, mais la raison principale n'est pas là. Honnêtement, il y en a plusieurs, pour ne rien vous cacher, mais je vais en citer une. C'est qu'il y a un peu plus de 2 ans, avec notre actionnaire majoritaire, que le groupe quand même BNP Paribas, a été demandé à chaque filiale de l'UNOA de développer un plan stratégique sur 5 ans. Ce plan stratégique était pour une fois très ambitieux. Un développement d'agences, et notamment en province, etc., de clients, de jeunes, avec des produits que nous ne faisions pas avant, qui sont plus accessibles à la clientèle nouvelle que nous recherchons aujourd'hui, etc., etc.
Et figurez-vous que le hasard a fait que ça a correspondu stricto sensu avec une directive très justifiée et très importante lancée par les autorités de ce pays, relayée par la Banque centrale pour la bancarisation. C'est tombé au même moment. À partir de là, on a démarré il y a 2 ans. On a déjà des résultats. Maintenant, on se dit, c'est le moment de le faire savoir, de développer ces initiatives que nous avons démarrées il y a 2 ans timidement, parce que nous n'étions pas forcément prêts à les développer. Et donc on s'est dit, un peu avec notre impatience, pourquoi pas fêter ce 40e. Puis vous savez, 40 ans, c'est important déjà. Oui, est-ce qu'il y a une cérémonie commémorative pour ces 40 ans ou bien comment ça va se passer? Il y aura plusieurs types d'activités qui sont prévues, toutes dirigées vers les aspects commerciaux et surtout communication, information. Vous savez, parfois, je sais aussi, vous ne l'avez pas encore dit, mais moi je le sais, on nous prend souvent pour une vieille dame qui est restée sur des idées du passé ou des méthodes du passé. Il nous faut changer cela parce qu'on n'est plus dans le monde du passé. Il faut absolument que, même moi à mon âge, on s'adapte aux nouvelles conditions d'exercice de ce métier. Et ce n'est pas toujours facile. Et la chose nous est rendue plus facile par une concurrence plus dynamique, plus forte, qui existe maintenant sur la place et qui doit nous motiver. C'est fait pour ça, la concurrence. Et donc nous avons prévu plusieurs choses, déjà en interne, pour fêter les collaborateurs de la banque, qui n'ont pas évidemment tous 40 ans d'antériorité, mais également nos clients, également les autorités, les responsables, les administrateurs de la banque, les actionnaires de la banque. Nous organisons aussi des semaines commerciales dans toutes nos agences. Nous en avons quand même maintenant 17 sur le territoire et nous devons en atteindre un chiffre de 21-22 agences dans les 18 mois qui viennent. Nous devons aussi en profiter pour traiter d'un sujet qui devient très important chez nous et notamment à la demande du groupe BNP Paribas de la responsabilité sociale et environnementale, vous savez, qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde, donc aussi au Burkina, il n'y a pas de raison. Et dans ce cadre, nous en profitons, c'est l'occasion ou jamais, et eux comprendront notre impatience pour offrir 700 moustiquaires à l'hôpital Yalgado il y a quelques semaines ou mois, et cette fois-ci à l'hôpital de Bobo-Dioulasso où nous allons remettre 500 moustiquaires imprégnés dans les 2 semaines qui viennent. Et en dehors de ça, vous avez également un peu des activités qui vont dans le sens de l'esthétique, l'exposition, oui, par exemple. On a trouvé trois frères, ce qui est rare, spécialistes de peinture, ce sont des artistes. Ils vont exposer leurs toiles qui seront vues par nos invités, 1 ou 2 cocktails. On fera des journées portes ouvertes où le public pourra rentrer dans ces agences et en profiter pour ne pas voir simplement que des guichets, parce qu'on doit s'en lasser assez rapidement, mais des toiles d'artistes burkinabés. Exact. Oui, Monsieur Vidal, ces dernières années, la BCAP est souvent au centre de beaucoup d'affaires et on vous voit rarement dans la presse. Je dois dire que c'est une des rares interviews que vous donnez à un média de la place. Pourquoi cette posture? Est-ce que c'est sciemment voulu ou bien, comme vous l'avez dit, la vieille dame qui refuse certainement d'évoluer? Il y a un peu de tout. En ce qui me concerne, je vous dirais que après 40 ans de métier dans ce groupe bancaire, quand je suis arrivé à une autre période, on m'a appris d'abord la discrétion, considérant qu'un banquier devait faire vœu de discrétion d'une façon générale parce que c'était un métier confidentiel. Alors j'ai peut-être été probablement influencé par cela. Mais il n'y a pas que cette raison. Vous savez, quand on arrive dans une entreprise qui est comme elle est, qu'on estime qu'elle n'est pas au point, j'ai un tempérament de ne pas faire de communication ou de publicité artificielle. Il faut que je sente que les choses vont mieux. On n'est jamais parfait, hein, on est clair. Sinon, je ne serai jamais sur un plateau. Je vous rappelle que vous êtes le premier à en bénéficier depuis que j'ai commencé ce métier. Mais une fois que les choses sont acceptables, qu'on a des objectifs ambitieux, à ce moment-là, il est naturel de communiquer. Quand on n'est pas... Excusez-moi l'expression, hein, je ne veux choquer personne, mais quand on n'a pas les fesses propres, on n'en parle pas. Et c'est une attitude personnelle que j'ai eue et que j'ai essayé d'inculquer à mes collaborateurs
qui ont eu du mal parfois à le comprendre, mais qui aujourd'hui reconnaissent que quand ça va mieux, tout va mieux. Mais pour l'opinion, ça apparaît comme du mépris. J'en ai conscience, j'en ai eu conscience. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est pas du tout ce qui a pu m'animer, encore moins mes collaborateurs jusqu'à présent. Merci à vous, M. Vidal, d'être venu nous parler des 40 ans de la BICIAB. La BICIAB qui est une filiale du groupe BNP Paribas et qui fête ses 40 ans ici au Faso. Merci pour votre disponibilité. Merci. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Merci. Et pour la suite du journal, le ministère en charge de l'urbanisme révise ses plans d'urbanisation des villes de Bobo-Dioulasso, Banfora et Koudougou. C'est une première d'une série qui vise à perfectionner ce plan en vue de leur adoption prochaine en Conseil des ministres. Claudine Bikaba. Le schéma directeur d'aménagement d'urbanisme SUDO est institué en 2006 et élaboré sur initiative de l'État. Ce schéma s'est renforcé grâce à la Banque mondiale qui a financé le projet dénommé Pôles régionaux de développement. Ce projet a permis l'élaboration des plans d'urbanisation des capitales régionaux du Burkina, hormis Ouagadougou. Et ce présent atelier interministériel constitue une première d'une série de concertations visant à la consolidation des projets de schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des villes de Bobo-Dioulasso, de Banfora et Koudougou. C'est pour faciliter l'adoption de ces documents par le Conseil des ministres que nous organisons ces ateliers aujourd'hui. L'urbanisation étant une question transversale, l'élaboration de ces schémas a nécessité une concertation à la base, intégrant les préoccupations des populations, les politiques et programmes régionaux et concordant avec ceux sur le plan national. Ces ateliers sont donc la dernière phase des rapports finaux qui seront soumis à examen et validation en Conseil des ministres pour que le SUDO devienne le document de référence en matière d'urbanisation pour les années à venir au Burkina Faso. Installation du maire de l'ex-arrondissement Bascui de la ville de Ouagadougou, aujourd'hui arrondissement numéro 1. Antoine Compaoré entend consolider les acquis de son prédécesseur et impliquer davantage la population à la gestion de la chose publique communale. Éléonore Eyerbanga. Edgar Antoine Compaoré, officiellement installé dans ses fonctions de maire de l'arrondissement numéro 1 de Ouagadougou. Porté à la tête du conseil d'arrondissement après les élections du 2 décembre et du 17 février, c'est un habitué de l'arrondissement qui entend consolider les acquis déjà engrangés. Nous plaçons notre mandat sous le signe de la consolidation des acquis. Et vous savez qu'au niveau de l'exécutif municipal, il y a des axes stratégiques de développement qui ont déjà été déclinés à 13 axes. Donc nous, faisant partie intégrante de la commune de Ouagadougou, nous ne pouvons qu'accompagner l'exécutif municipal à réaliser en tout cas ces objectifs-là. Issu du Congrès pour la démocratie et le progrès, le nouveau maire de l'arrondissement numéro 1, une partie de l'ex-arrondissement de Bascui, compte sur la disponibilité et l'implication des populations pour relever le défi du développement de cette zone dite urbaine. Nous allons faire ce que nous pouvons. Et ce que nous pouvons, c'est quoi? C'est continuer à sensibiliser, continuer à discuter avec les populations, continuer à échanger dans le dialogue et proposer aussi des pistes de solutions pour qu'ensemble, parce qu'on ne peut pas bâtir l'arrondissement nous seuls. C'est nous, effectivement, les premiers responsables de l'arrondissement. Il faut que la population s'implique pour qu'ensemble, nous puissions en tout cas arriver à faire en sorte que les conditions de vie dans notre arrondissement changent. Avec une population estimée à plus de 110 000 habitants, l'arrondissement numéro 1 regroupe les 6 premiers secteurs de la ville de Ouagadougou. Dès les jours à venir, le nouveau maire entend organiser des rencontres d'échange avec les différentes couches sociales pour la mise en œuvre du programme de développement de l'arrondissement. Parce que la santé bucco-dentaire est essentielle pour l'état général et la qualité de vie, les chirurgiens dentistes du Burkina sont en formation à Ouagadougou. Ils entendent se perfectionner sur des aspects donnés de leur profession. Le point avec Maïmouna Traoré.
C'est une journée de remise à niveau pour ces chirurgiens dentistes du Burkina Faso. Initiée par le centre municipal bucco-dentaire de Ouagadougou et placée sous l'égide de l'ordre des chirurgiens dentistes du Burkina, cette formation offre l'opportunité à ces professionnels en santé bucco-dentaire d'améliorer leurs connaissances pour une meilleure prise en charge des patients. La santé bucco-dentaire est la porte d'entrée de la santé tout court. Vous mangez par les dents et sans dents c'est difficile de s'alimenter, et si vous ne vous alimentez pas forcément vous avez des problèmes de santé. Donc je pense que c'est le début de la bonne santé en fait, et il est normal, il sied qu'on s'en occupe énormément, et c'est pour cela que nous ne cessons de renforcer les capacités de nos membres au niveau de l'ordre et de tout professionnel de santé bucco-dentaire par la formation continue. Cette formation qui allie théorie et pratique porte sur des thèmes variés. Entre autres, l'urgence au cabinet dentaire, les limites cervicales périphériques en prothèse conjointe, les lésions blanches de la muqueuse buccale. L'esprit de la formation, c'est d'essayer de prendre conscience que le métier de chirurgien dentiste aujourd'hui n'est plus un métier qui ne s'intéresse qu'à la dent et qui ne soigne que la dent. En fait, on soigne la dent, la bouche, c'est-à-dire les gencives, l'os, et il faut intégrer les soins bucco-dentaires dans les soins médicaux. Selon ces spécialistes, l'état de santé bucco-dentaire au Burkina Faso est en deçà des attentes. Il conseille donc les populations à se brosser régulièrement les dents et à consulter annuellement un dentiste. L'orchestre de l'Université de Ouagadougou, vainqueur de Dorémy 2013, c'est une compétition des orchestres de scolaires et d'étudiants au Burkina. L'objectif étant de promouvoir les pratiques artistiques et le développement orchestral chez les scolaires et étudiants. Claudine Bikaba. C'est dans le but de donner aux élèves et étudiants une formation musicale et instrumentale sur la base d'une pratique qu'a été initiée en 2008 la Nuit des orchestres des scolaires et étudiants. Cette troisième édition est placée sous le thème Jeunesse scolaire et culture de l'excellence. La dernière phase de cette édition a mis en compétition les universités de Koudougou, Isik Bobo, Université Polytechnique de Bobo, Université Saint-Thomas d'Aquin et bien entendu celle de Ouagadougou. Le projet, ce n'est pas un regroupement des musiciens d'un établissement, mais c'est un projet d'établissement qui a un accompagnement pédagogique comme les différents cours qui se déroulent. Donc dans chaque formation a bénéficié de l'appui d'un professeur de musique, et j'utilisais depuis plusieurs années le professeur de musique de l'INAFAC ici, et à Bobo, l'école de musique de Bobo, le school de Sekassosira. Les matchs éliminatoires de cette édition se sont déroulés dans le Boulkiemde, les Hauts-Bassins et dans le Kadiogo. C'est l'université de Ouagadougou qui est sortie vainqueur de cette compétition, et c'est à juste titre. Elle est la plus ancienne des orchestres scolaires et étudiantins. Pour nous, c'est la somme des travaux que nous faisions en plus des études. Voilà, depuis toujours, on a une fois montré que l'université n'est pas seulement un lieu d'études, mais on peut y apprendre tout. Après le lycée Nelson Mandela en 2008, le lycée mixte de Gunguen en 2009, les Dorémy 2013 sont pour l'université de Ouagadougou qui a remporté le premier prix constitué d'un trophée, d'une attestation et une somme de 250 000 francs CFA. Elle est suivie de l'université de Koudougou, Bobo, Usta et Isik Bobo. Et avant de poursuivre, aujourd'hui, le monde entier commémore, comme à l'accoutumée, tous les 11 mai, depuis 1982, la date anniversaire du décès de l'artiste jamaïcain Robert Nesta Marley, alias Bob Marley. Cela fait donc 32 ans, jour pour jour, que la mégastar, alors âgée de 36 ans, est décédé à Miami aux États-Unis des suites d'un cancer qui s'est généralisé. Superstar du reggae et prophète Rasta, Bob Marley reste une des principales icônes du monde contemporain. Disparu prématurément en 1981, il a transformé un style issu de la musique populaire jamaïcaine en un mouvement majeur. Phénomène plutôt rare, Bob Marley est à la fois adulé du grand public qui découvre le reggae avec lui et des connaisseurs des plus exigeants considérés comme le plus grand vendeur de disques reggae de l'histoire. Bob Marley a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. Bob Marley est l'auteur de plusieurs albums solo conçus avec son ensemble, les Wailers,
comme Natty Dread, Rastaman Vibration, Exodus, Kaya, Survival, Absoaring et Confrontation, sans oublier les autres albums live, dont Live et Babylon Bass. À l'étranger, le nouveau procès de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak, poursuivi pour complicité dans le meurtre de centaines de manifestants et de corruption, doit s'ouvrir ce samedi au Caire, après un premier faux départ en avril. Le 13 avril dernier, l'audience n'avait duré que quelques secondes, le temps pour le président du tribunal, Mustafa Hassan Abdallah, mis en cause pour avoir acquitté des responsables du régime déchu dans une autre affaire, de se recuser.